Aujourd'hui, dans le podcast AWS en français, on prend la direction du Luxembourg. On va parler interface utilisateur, Women in Tech, rôle modèle et de tas d'autres sujets avec Annabelle. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, un mercredi sur deux. C'est Women in Tech, on parle de diversité, d'équité, d'inclusion. Nous mettons en avant des rôles modèles ou des alliés. On parle de carrière, de développement de carrière également, notamment pour les femmes dans la tech. Et j'ai le plaisir d'en accueillir une. Bonjour Annabelle. Annabelle Buffard, tu es UX designer, tu es à Luxembourg, on se connaît depuis de longues années, on va pas faire semblant de se rencontrer pour la première fois, ça fait bien 15 ans au moins. Merci d'être là dans le podcast, tu as un parcours un peu atypique. Là maintenant tu travailles comme designer d'interface utilisateur, UX designer en anglais. C'est quoi ce métier ? Alors, il y a souvent beaucoup de définitions, beaucoup d'explications là-dessus, mais depuis le temps, j'ai appris à l'expliquer simplement. Donc, UX, ce sont deux petites lettres qui sont là pour dire User Experience. En fait, notre rôle du UX designer, c'est d'adapter des interfaces digitales ou des services, des solutions qui peuvent très bien ne pas être digitales, améliorer leur expérience pour répondre aux besoins et aux problématiques d'un utilisateur. L'utilisateur, ça peut être vous et moi ou des utilisateurs spécifiques dans le domaine hospitalier, on a les patients, dans le domaine scolaire, on a les élèves, dans le domaine digital, il y a les développeurs, mais il y a aussi les utilisateurs, les consommateurs des produits digitaux. Donc notre rôle est là pour comprendre le besoin de l'utilisateur final, la personne qui va utiliser l'interface, et de l'adapter à ses besoins et ses capacités cognitives, mais aussi moteurs, et de par son utilisation. C'est très clair et ça va du terminal de paiement sur la borne de parking à la machine pour retirer du cash en passant évidemment par toutes les interfaces web et mobiles qu'on utilise au quotidien. Tu travailles sur quel genre d'application ? Attends, je vais essayer de deviner, t'es à Luxembourg, t'es sur du bancaire. Oui. Non ? Oui. Effectivement, ça par contre je peux pas le cacher. Effectivement, étant au Luxembourg, on a beaucoup de plateformes financières et bancaires, donc c'est pas mal de mes clients, mais j'ai aussi travaillé sur pas mal de clients plutôt internationaux, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de la gestion de données de masse. Donc là, on targetait plutôt les ingénieurs d'avoir des outils adaptés à leur utilisation des données. Et puis, j'ai aussi travaillé pour les institutions européennes au niveau de la gestion documentaire, au niveau aussi des services RH. Donc là, c'est tout secteur confondu pour améliorer les processus. La particularité, quand je travaille avec plutôt des services RH, je travaille pour des utilisateurs internes, donc pour les employés. Donc par exemple, les outils que vous utilisez au sein de votre entreprise pour faire vos congés, pour faire vos... Oh, celui chez Amazon a besoin de toi. Viens. Excuse-moi, continue. Non, je sais qu'on connaît ces congés. Entre ceux qui le font dans Excel ou dans des interfaces d'outils SIRH très complexes, l'expérience utilisateur est vraiment... Terrible. Ouais, terrible. Donc, je peux avoir aussi ce rôle-là, travailler pour des utilisateurs internes, donc des employés comme vous et moi, pour adapter les outils internes, justement pour améliorer ces processus souvent RH et optimiser ces processus-là et les traduire au travers d'interfaces digitales adaptées et qui répondent aux besoins des employés, mais alors aussi des RH pour, eux, valider les congés, comme l'exemple de l'encodage des congés. Alors, je vais peut-être un peu simplifier ton travail, mais quand je suis sur un formulaire web, que je remplis tout le formulaire pendant 10 minutes, que je fais valider, et puis qu'il y a un champ qui est faux et qu'on me reset tout le formulaire et que je recommence, c'est parce qu'il n'y a pas eu de UX designer dans l'équipe ? Alors, je ne peux pas blâmer mes confrères, mais c'est possible. Ou quand je remplis ma déclaration d'impôt et qu'il n'y a pas moyen de naviguer à tel écran, il faut passer en séquence sur tous les écrans les uns après les autres. Voilà. Petit call-out, tous les Français qui doivent remplir une déclaration d'impôt, qui ont rempli une déclaration d'impôt récemment. Il n'y a pas que de la tech là, non, il y a beaucoup de psychologie, de sciences cognitives également, pour comprendre comment on lit un écran, comment on lit des informations, comment on interagit avec une machine.
Exactement. Donc, il y a bien sûr beaucoup de théories qui ont été mises en place sur l'utilisation des interfaces digitales, que ce soit via les sciences cognitives, les sciences psychologiques, mais il y a aussi la capacité cognitive de la personne qui rentre en considération, sa maturité au niveau du digital et aussi ses capacités moteurs dans l'utilisation des outils digitaux. Donc, on parle énormément dernièrement, surtout avec l'imposition au niveau de l'Union européenne d'avoir des outils accessibles pour tout le monde. Donc, il y a Mhm. beaucoup d'audits qui sont faits surtout pour les sites gouvernementaux et les sites de relations commerciales, je veux dire, pour les clients. Il faut que ça soit accessible à tout type de personnes. Donc, il y a des normes qui ont été mises en place. Donc, il y a d'un côté l'aspect psychologique cognitif, mais il y a aussi les aspects moteurs et des directives au niveau de l'Union européenne qui sont mises en place. Et c'est toutes ces connaissances-là qui fait qu'on est un UX designer pour améliorer l'interface et s'assurer qu'elle soit vraiment Accessible. utilisable, accessible et Mhm. utilisable Inclusive, ce qui rentre et bien dans le inclusive. thème Ouais, de ce podcast, que ce soit pour les personnes malvoyantes qui ont des problèmes de vision de couleur, des problèmes moteurs pour aller cliquer sur le petit bitonio là qui est trop petit euh, et exactement. qu'on peut pas atteindre, ou un manque de contraste qui permet de pas voir, qui ne permet pas de voir certains champs. Comment t'es tombé là-dedans? Parce que quand on s'est connu, t'étais plutôt web développeur. C'est quoi ton parcours? Exactement, j'ai commencé ma carrière, oula, il y a pas mal d'années en tant que web designer, développeuse front-end, Mhm. mais ça a toujours fait partie de mes études. En fait, j'ai fait des études en communication, puis en infographie avec une spécialisation de développement web. À ce moment-là, en fait, on parlait pas de ce trending, un peu la hype de UX, UI designer, on parlait d'ergonomie web. Donc, Ouais. seuls les Mhm. anciens savent. Ouais, moi j'ai eu un L'ergonomie cours web. d'ergonomie à l'université, Voilà. mais c'était au siècle passé. Et, c'était des cours qui étaient donnés dans les filières informatiques, en fait, les filières web informatiques. Et donc, pour moi, ça a été tout naturel. Mes professeurs m'ont inclus cette notion d'ergonomie avec les concepts qui en découlent et les lois qui sont derrière et les réglementations. J'ai commencé ma carrière en tant que développeuse front-end, donc tout ce qui était HTML, CSS, JavaScript et l'avènement d'Angular à l'époque. Mhm. Et puis mon métier, en fait, a évolué tout naturellement avec la prise de conscience du X, la notion du X UI. Et ça a été tout naturel pour moi d'évoluer dans mon métier, d'aller vers l'UX. Tout comme il y en a d'autres qui ont évolué dans le développement React et Mhm. compagnie. Ou passer en Moi, back-end, etc. exactement, Toi, tu as passer au... voulu focuser sur la personne, sur Voilà. l'utilisateur. Ce qui est bien, on aime bien ça chez Amazon, on met le consommateur, l'utilisateur au centre de nos préoccupations. Je crois que j'ai loupé un truc dans ton carrière, parce que tu as dit brièvement, tu as fait des études en communication, mais ce que tu avais envie de faire, c'est du web design. Il y a un truc qui ne s'aligne pas là. Si tu avais envie de travailler dans la tech, pourquoi des études en communication d'abord? Alors, parce qu'à la base, je ne savais pas que j'avais envie de travailler dans la tech. D'accord, c'est une bonne raison. Voilà. En fait, quand j'avais 18 ans, que j'ai dû choisir mes études, malgré que ma famille me conseillait d'aller dans la tech, c'était pas un choix pour moi parce qu'il faut se remettre dans les années 2005, oui, j'ai ça Mhm. plus ou moins 2005-2010. On était encore sur l'avènement des réseaux sociaux, se souvenir du premier iPhone qui est arrivé. C'était encore le monde tech, était encore un monde très geek. Et moi, voilà, c'était l'image que j'en avais du geek asocial qui restait devant son ordinateur et qui codait. Et c'était pas la vie que je voulais. Mon image était complètement biaisée. Alors que toute seule le soir, j'avais déjà codé moi-même sur mon ordinateur, j'avais déjà démonté tout mon ordinateur. Enfin, c'était moi qui, depuis mes 12 ans, c'était moi qui tenais tout le setup informatique de la maison. Donc depuis les années 2000, je gérais tout. J'ai aidé mes parents avec leur premier smartphone, avec leur premier GSM à l'époque, portable. Comme on disait en Belgique, ouais, GSM, Voilà, les mobiles. les mobiles. Heu, mais c'était pas une finalité pour moi de métier. Je me voyais pas là-dedans parce que je suis quelqu'un de très sociable, j'ai besoin de contact humain et j'étais clairement biaisée là-dessus. C'était un métier d'homme, le domaine scientifique, technologique, ingénieur était pour les hommes. Je voulais pas être la seule fille dans la classe. J'ai Donc c'est un biais social, c'est pas un biais familial, c'est l'image que la société, que les médias te renvoient de ce exactement. métier-là. C'est un manque de rôle modèle également. Oui et je n'avais pas la vision de femme là-dedans, donc c'était pour moi impensable. C'était pas une finalité pour Mhm. moi. C'est pourquoi je suis allée dans des études de communication parce que, je parle beaucoup comme on va le voir aujourd'hui. Hem et je me suis dit: «Bah, chouette, j'ai le contact humain, ça va être sympa».
Mais sur le côté, je gardais quand même l'aspect web et j'ai continué à développer toute seule, donc les premiers sites internet, HTML, CSS. Pour l'anecdote, j'avais même fait un site en première année de communication, donc à 18 ans. J'en avais marre de partager mes notes de cours, parce que bien sûr, j'étais une des rares à avoir un portable et je prenais Aller notes au sur mon cours. portable. Et aussi aller au cours, même si j'en séchais pas mal. Euh, mais du coup, il fallait que je partage mes notes et j'en avais marre de donner mes feuilles et faire des photocopies. Du coup, j'avais fait un petit site internet auquel chaque personne pouvait accéder à mes notes de cours au format PDF avec le code que j'avais donné. Et j'avais réussi à faire mon petit site comme ça. Et du coup, ça avait tourné dans toute l'académie. Et j'étais précurseur là-dessus. Et en même temps, en fait, j'ai rencontré mon compagnon, qui est devenu mon mari depuis, qui lui était en études d'informatique. Et quand je séchais mes cours, j'allais au sien, Au cours d'informatique à au côté. cours d'informatique, parce que c'était amusant, il y avait des robots partout, c'était sympa, les gens étaient sympas. Et c'est grâce à ces professeurs et à lui que j'ai pu voir qu'en fait, c'était un métier possible. Ça m'intéressait. Et je Mhm. dis, c'est super, on peut faire fonctionner une machine, on peut faire un site internet. Est-ce que j'ai vraiment pris les bonnes études? Je suis quand même allée à la fin de mon bachelier, mais après 3 ans, pour moi, je ne voulais pas travailler dans la communication. Parce que c'était soit être journaliste ou délégué pharmaceutique. C'était les filières que Mhm. j'avais qui ne m'intéressaient Oh, il y a absolument des pas. filières presse, manager au sein de grandes sociétés, etc. Non? Oui, mais Mhm. ça ne m'intéressait pas, il n'y avait Non pas la plus. Ok. techno. Ah, oui. C'était ça mon problème. Il n'y avait pas de technologie et ça restait en moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé en fait de prendre des études côté informatique, mais plutôt la filière web, parce que là, on était vraiment à l'avènement des sites internet. Il y avait une notion aussi de communication, véhiculer un message. J'arrivais à faire le lien, et c'est comme ça que je me suis retrouvée de nouveau un bac+3, alors en infographie avec une spécialisation web, et où là, ça a vraiment été la révélation pour moi. Je ne peux pas concevoir mon avenir professionnel sans technologie. À ta place, il y a 2 semaines, il y avait le Chief Digital Officer du groupe Ionis qui notamment possède les écoles EPITA, Epitech, qui dit que c'est un combat permanent pour avoir des filles dans les études technologiques. T'étais la seule fille là-bas ou il y avait Ouais. ou pas? Ben, on va dire qu'au début de la promo, sur 120 élèves, on avait un ratio d'un tiers de filles. Il y a aussi déjà passé les 6 premiers mois ou même la première année, déjà l'année académique, on se retrouve à 60. Déjà, parce Mhm. qu'il y a les personnes qui abandonnent au cours d'année. Et j'ai fini mon année, nous étions... Bah non, j'étais la seule fille dans la filière web. Et même certains professeurs, c'était pas évident Et d'accepter oui, des femmes dans ce métier-là? exactement. Donc ça a été un problème. Donc en fait, sur les 60 filles, sur les 60 élèves, nous étions 12 filles réparties sur 3 filières. Donc il y avait le développement web, plutôt l'aspect infographie 2D, graphisme, et l'aspect 3D. Euh, mais ça n'a clairement pas été facile. J'ai certains professeurs qui ont mis des barrières là-dessus parce que j'étais en web en développement et que c'était pas ma place. Je devais Ils disaient aller quoi? en C'est pas un 2D. métier de fille? On C'était me aussi faisait violent que ça? comprendre que c'était pas ma place. Alors que un de mes professeurs principaux était une femme. Et c'est grâce à elle, Myriam, pour ne pas la citer, ça a vraiment été un rôle modèle. Et c'est vraiment Myriam qui m'a fait continuer à l'école et pas abandonner parce que des professeurs ne voyaient pas la place de la femme dans la filière de développement. Ça a même été jusqu'à un point qu'un professeur m'a dit mais mademoiselle, ne vous méprenez pas, mais une fois que vous aurez votre diplôme, vous aurez peut-être un métier, mais en fait, votre place, vous allez avoir des enfants. Une fois que vous avez des enfants, c'est fini le travail, c'est fini la carrière, hein. De toute façon, une fois qu'une femme a des enfants, elle pense à ses enfants, sa famille, et elle n'a plus de vie professionnelle, hein. Vous aurez juste un job, vous prendrez à mi-temps, il n'y aura pas plus, donc ne vous méprenez pas, mais ne vous mettez pas dans vos études corps et âme. On parle pas des années 60, hein, on parle Ah non, de non, non, 2010, hein, il y a 2010, 15 ans. exactement. Incroyable. On a parlé des challenges que tu as eu, les biais sociétaux, déjà pour choisir ce genre d'études, les challenges pendant les études, tu viens de l'expliquer de façon très claire. Tu embrasses la carrière, une carrière tech, web designer, web développeuse. D'autres challenges pendant ces premières années de carrière, spécifiquement liés au fait que tu sois une femme? Oui, donc le démarrage, j'ai démarré dans une petite agence web au Luxembourg auquel mon patron était très très sympathique et a vraiment, pour lui, il n'y avait pas de notion de différence, mais j'ai quand même eu un responsable, notre responsable techno,
ils comprenaient pas, euh, ils n'arrivaient pas à comprendre le fait que j'étais habillée comme une fille. Ouais, c'était clairement ça. J'ai difficile à le dire, mais c'était ça, que j'étais habillée comme une fille et que je développais. Quoi, Je me t'aurais dû souviens, mettre un jeans, des baskets et un hoodie pour faire c'était des conversations complètement Mais c'est lunaires. lunaire, ça, ouais. On était à une époque où Abercrombie, voilà, c'était la Mhm. marque à avoir, la marque hype. Moi, je mets un t-shirt comme ça, un petit slim, j'avais des baskets des Stan Smith roses. Voilà, j'étais quand même assez féminine, je suis maquillée. On a eu une conversation lunaire sur les marques de mes vêtements et que j'étais habillée trop féminine, que je ne fitais pas à la développeuse qu'on peut avoir. Et ce qui était très péjoratif aussi pour ma collègue qui s'habillait complètement différemment de moi, qui était un peu moins féminine, mais qui ne se maquillait pas, mais qui était très jolie comme ça, qui était complètement différente. Et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais je ne fitais pas à la geek développeuse, parce que j'étais maquillée, parce que je portais du rose. Est-ce qu'il y a un aspect culturel de... Tout ce que tu dis là, c'est enfin moi c'est bon que je suis assis et on me voit pas, c'est un podcast audio, mais je me liquéfie à chacun des exemples que tu donnes. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect culturel au fait que ça soit à Luxembourg, que je connais bien, j'y ai passé 20 ans de ma vie, c'est une société encore très patriarcale, très traditionnaliste, où l'État a des tas d'incitations pour que les femmes restent à la maison et ne travaillent pas, avec des prestations compensatoires très généreuses, on va dire, pour garder les femmes à la maison. Est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose dans d'autres pays? Je sais que tu as travaillé que à Luxembourg dans ta carrière, donc tu n'as peut-être pas les points de comparaison. Mais est-ce qu'il y a un aspect culturel à ça? Je pense qu'à l'époque, en Belgique, c'était la même chose aussi, Mhm. puisque j'y ai fait mes études, j'ai un peu suivi ça, j'ai fait pas mal de conférences en Belgique, et le constat était le même. C'était le même. Mhm. Et après, en discutant avec d'autres développeuses et personnes du monde de la tech en France, c'était le même constat. Maintenant, c'est vrai que je parle de 3 pays plutôt francophones et Mhm. européens. Le Ouais, il constat faudrait était... pouvoir comparer évidemment avec des pays anglophones ou l'Asie-Pacifique, où là évidemment il y a des réalités différentes. Étant donné, j'avance dans mon planning, parce que je garde un œil sur l'heure aussi, étant donné ces challenges que tu as eu avant les études, pendant les études et pendant le développement de ta carrière, tu as pris le taureau par les cornes, si je peux prendre cette expression-là, et tu as décidé de réagir et de ne pas te laisser faire, et aussi d'aider tes successrices, c'est pas français, mais celles qui vont te succéder, qui te succèdent. Quelles sont les initiatives que tu as prises? Exactement. Donc en fait, pour moi, ça a toujours été, dès le début, dès les problématiques que j'ai eues, je me suis dit: «Ça ne peut pas continuer». Donc j'ai toujours porté ma voix, j'ai toujours expliqué ce qui se passait, à des directions plus haut et je me suis dit: «Si moi, j'ai pas eu d'exemple, je dois pouvoir être l'exemple de quelqu'un et à mon échelle, je dois essayer de changer les choses». La première Les 2 premières choses que j'ai fait en arrivant au Luxembourg et en commençant à travailler, c'est que, ben, j'ai contacté des personnes, j'ai recherché des personnes qui, en fait, travaillaient aussi sur l'acculturation des femmes dans le domaine des technologies. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré, 2 personnes, Marina et Marie-Adélaïde, qui, commençaient à créer le Girls in Tech à l'époque. Et je me suis mise dans l'association. Après, nous, on l'a rebrandé au Luxembourg pour que ça corresponde vraiment aux problématiques luxembourgeoises. C'est devenu Wide Women in Digital Empowerment. Notre idée, c'était, qui existe toujours d'ailleurs, Marina est toujours à la tête de cette association-là. Notre idée était de aider les femmes qui désirent transitionner ou se mettre dans la technologie à reprendre le pouvoir dessus, à avoir l'empowerment et mettre en avant tout ça, avoir une place, prendre une place dans le domaine digital et être accompagné de d'autres femmes et aussi d'hommes qui étaient auprès de nous pour accompagner cette transition-là et aussi de mettre en avant les femmes dans l'informatique. Et donc moi, j'étais plutôt dans ce rôle-là puisque j'étais vraiment celle côté IT, entre Marina et Marie-Adélaïde. Donc j'ai vraiment été chercher les personnes, les femmes qui peuvent être des rôles modèles au Luxembourg et qui peuvent montrer l'exemple et dire que c'est possible. Et ça a vraiment été un melting pot de femmes qui ne sont pas dans le digital mais qui veulent se mettre dedans et des femmes qui sont dans le digital pour accompagner et montrer l'exemple.
Et on a vraiment fait énormément d'événements. On a fait des sessions de coding. On a aussi travaillé avec Amazon Luxembourg et AWS à l'époque pour faire des sessions de coding, de formation, de sensibilisation. Et Des d'ailleurs, hackathons aussi, Amazon, c'était dans ce oui, contexte-là? Mhm. oui, hackathon aussi, quand on travaillait avec eux. Et d'ailleurs, Amazon était très, très ouvert avec sa politique de diversité et d'inclusion. On a fait pas mal d'événements et de sensibilisation en collaboration avec Amazon AWS. Et la deuxième association que j'ai fait, qui là n'était pas spécialement pour les femmes, mais qui était plutôt pour l'inclusion au niveau du digital, c'est que j'ai créé la branche Café Numérique, donc qui est une branche connue en Belgique, surtout en Wallonie, pour sensibiliser au niveau des concepts digitaux. Et je l'ai amené à Arlon, dans le sud Qui de est la la Belgique. ville proche de Luxembourg, mais Exactement. côté belge. Mhm. On dirait des meet-up aujourd'hui, café numérique. Oui, Je crois que le concept n'existait pas à l'époque, mais c'était l'idée, c'était réunir 20-30 personnes le soir après le boulot pour parler tech, pour parler, voilà, pour regrouper, boire un verre aussi, rencontrer des exactement. gens et faire du réseautage autour. Et donc ça, tu as créé la branche à Arlon qui a vécu pendant quelques années également. Je regarde, tu as été aussi impliqué dans Devox for Kids. C'est pas nécessairement directement lié euh, à Women in Tech, mais c'est lié aussi à l'équité, l'inclusion et faire donner le goût de codage aux plus jeunes, y compris aux jeunes filles. Oui, voilà, c'était clairement ça avec le Devox for Kids. En fait, on l'a fait Donc, à... Devox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande conférence technique. C'est une franchise qui a été commencée en Belgique il y a bien des années de ça, sous le nom Java Police, et puis c'est devenu Devox. Maintenant, il y a Devox France, qui est une des plus grosses conférences tech en France, à Paris, au Palais des Congrès. Il y a Devox au Maroc, en Grèce. Il y a des versions courtes de Devox sur un jour. On appelle ça les Vox Day. Donc, c'est une franchise qui s'est bien développée. Et ils ont ce volet Devox for Kids. C'est quoi exactement? Donc en fait, le Devox for Kids, ben, à l'époque, c'était surtout au niveau de la robotique et utiliser Scratch et les Lego pour apprendre les concepts et les logiques de programmation et d'informatique. On target souvent les 8-12 ans, ça peut aller jusqu'à 14 ans. Et donc, moi, j'ai pris le concept avec l'aide, c'est l'équipe Devox derrière, avec leur aide, pour mettre ça en place à Arlon. Et mon idée était effectivement de montrer déjà aux enfants, dont les jeunes filles, la capacité et que c'est une possibilité professionnelle et d'évolution pour elles. J'ai aussi fait l'autre concept qui à l'époque s'appelait Rails Girls, où là, on utilisait Ruby on Rails pour démarrer le développement. Voilà, il y avait plusieurs concepts franchises. Mais voilà, vraiment dans l'optique de montrer aux enfants et aux petites filles que c'est possible. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai une fille de 6 ans et demi qui aura 7 ans cet été. On a déjà acheté le petit module Scratch pour commencer la programmation avec elle, qu'elle recevra pour ses 7 ans, en fait. C'est un bon enchaînement sur ma question suivante, puisque tu m'as dit en préparant cet épisode que je pouvais parler de cet angle-là aussi. Tu es maman de 2 filles. Quelles sont tes actions concrètes? Ça m'intéresse, parce que moi aussi, je suis papa d'une fille, pour les initier à la tech. Alors, en dessous de 6 ans, c'est quand même très compliqué parce Mhm. que tant que les enfants ne savent pas lire, comprendre la logique informatique, voilà, c'est compliqué. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'avec ma première Emma, on va commencer cette année tout doucement parce qu'elle a commencé à apprendre à lire. Par contre, on les accompagne dans l'utilisation du digital. Donc voilà, ma deuxième a 2 ans et demi. On lui donne un téléphone, elle est déjà capable d'appuyer sur tous les boutons. Mhm. Voilà, c'est les nouvelles générations. Mais ce qu'on fait, c'est que on l'accompagne, on lui explique, à son niveau bien sûr, on explique à nos 2 filles la capacité, ce qui est possible de faire pour qu'elles aient toute la compréhension de l'environnement digital, que ce soit le téléphone, le smartphone, la TV, comment ça s'utilise. Donc c'est vraiment l'explication, c'est pas juste appuyer sur un bouton pour regarder un dessin animé, c'est qu'il y a une utilisation derrière et tout est accompagné tout le temps. On les emmène aussi à quand on est disponible, à des musées, des expériences. Donc, par exemple, il y a le PASS du côté de Mons, en Belgique, qui est un centre scientifique. On est déjà allé plusieurs fois avec ma plus grande, où là, elle peut expérimenter, elle peut voir. Donc, il y a l'aspect vraiment scientifique, chimique, Mhm. biologique, mais il y a aussi l'aspect technique, technologique. Et voilà, on essaye de les accompagner, de leur montrer tout ce champ des possibles, peu importe leur orientation, au final, on leur montre ce champ des possibles et rien ne les limite. Mais c'est Ce aussi qui est sur tout type de sujet.
Ce qui est bien dans ces musées-là, il y a aussi la Cité des Sciences à Paris, il y a le Science Museum à Londres. C'est pas juste voir, mais c'est toucher, c'est expérimenter, c'est essayer soi-même, c'est mettre les Ça. mains dedans, et ça intéresse beaucoup, beaucoup les enfants. C'est un bon moyen de les éveiller également. Euh, on a parlé des expériences passées, Girls in Tech, Devox for Kids. Qu'est-ce qui te tient réveillé pour le moment? Alors, pour le moment, ces derniers temps et dernières années, je me suis proposée porter volontaire aussi dans mon ancienne école, en fait, pour donner des cours, pour démystifier, en fait, ce métier du UX designer qui n'est pas toujours compris, le présenter, mais aussi proposer et montrer ma carrière pour montrer les possibilités qu'il y a derrière. Donc, je fais ça avec les élèves. Bien sûr, je suis dans des classes mixtes, mais au moins, je partage ce retour-là. Donc, ça m'a pris 10 ans après mes études pour me proposer comme volontaire, donc petit syndrome de l'imposteur, mais enfin de venir montrer l'exemple, montrer la voie. Dans le cadre du travail, je fais pas mal de mentoring en fait pour montrer le champ des possibles et j'accompagne parce que on va pas se leurrer, les problématiques d'inclusivité sont toujours là. Je travaille énormément sur des projets de transformation digitale avec de la techno. Les problèmes sont toujours là. D'autant plus le métier du UX designer, il y a beaucoup de femmes. C'est pris sur le côté, on est là pour améliorer l'expérience, on est là pour du côté sciences cognitives et psychologie, mais c'est bien plus que ça en fait. Et on a pas mal de barrières, comme le petit bah tiens, tu me ferais bien ces slides-là, des beaux slides sexy. Bah Je oui, suis mais pas non, en fait. designer graphiste. C'est ça, c'est un métier. Mais par Mhm. contre, je veux bien t'accompagner pour les faire, mais ils ne seront pas sexy. Je vais pas lui mettre un string dessus. Donc ce sont toutes ces Je barrières-là. retiens la formule pour la prochaine fois qu'on me dit que mes slides sont sexy. Euh, le mentoring, je suis un peu curieux. Comment ça marche? Comment les mentees te rencontrent? Comment tu les rencontres? Comment ça marche concrètement? Est-ce que vous voyez en physique, en remote? À quelle fréquence? Quel est le genre d'accompagnement que tu donnes? Désolé, Alors, c'est une grande question, un peu oui. bateau. Alors, cet aspect-là, je suis pas hyper structurée. Mhm. Je devrais l'être, je pense, parce que je pourrais fournir beaucoup plus. Par contre, ce que je propose, c'est des connaissances, des UX designers plus juniors. C'est à leurs besoins, leur volonté. Je suis disponible. On met ça en place. Soit on s'appelle ou on se rencontre, on va boire un verre ou au travail, on se fait une réunion. Et souvent, c'est sur une problématique spécifique. Il y a un besoin, il y a un questionnement, et j'échange plutôt là-dessus sur une problématique spécifique. S'il faut, en une fois, c'est résolu, ou on échange en plusieurs fois, je revois les documents aussi. Voilà, on est plutôt sur la customisation à la demande. Ces personnes-là savent que je suis disponible. Mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal de besoins que je pourrais formaliser ça un peu plus. Mhm. Et tu les rencontres en personne? Oui, il faut savoir qu'au Luxembourg, on se connaît à peu près Ouais, tous. c'est assez petit. C'est un petit pays. Il y a beaucoup de personnes, mais Mhm. c'est un petit pays. Mais comme UX designer, on n'est pas énormément. On a quelques petits groupes de communauté, des groupes WhatsApp, on se rencontre, des Mhm. meet-up. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que j'ai un peu plus de discussions. C'est pas hyper formel, mais j'essaye de partager mes connaissances là-dessus. A contrario, moins du mentoring one-to-one, c'est que je fais de plus en plus de conférences, de meet-up, où en fait je partage mon expertise, où je partage à un moment une expérience, un case study, donc un cas client, sans bien sûr mentionner client, mais une problématique. Je la partage, je la mets en avant, et ça en vient des différentes discussions, et auxquelles j'ai souvent un moment en fait de questions-réponses. On partage les problématiques, et je leur montre comment moi j'irai pour la résoudre. Ça, c'est super important, être sur scène, parler dans des conférences de ton métier. Il y a plein de gens qui me disent que même s'ils n'ont pas été parlés à la conférencière, la speakeuse, j'allais dire, mais j'avais pas envie de faire l'anglicisme, c'est trop tard. Pendant la conférence, le fait d'avoir vu une femme sur scène parler de son métier, ça ouvre les horizons du possible et ça sert de rôle modèle. Et il y a plein de gens qui nous disent ça, puisque dans mon équipe, notre métier, c'est essentiellement d'aller dans des conférences. Donc, voir si vous êtes une femme, que vous nous écoutez et que vous connaissez un sujet, et tout le monde connaît un sujet, proposez des papiers dans des conférences, allez dans des meet-up et prenez la parole en public pour montrer que voilà, ça existe. Il y a des femmes qui travaillent dans la tech, il y a moyen de le faire. Tu as dit brièvement, et je voudrais revenir là-dessus, que les mentalités n'ont pas beaucoup changé, Luxembourg en 15 ans. Tu confirmes ce constat un peu négatif? Alors, ce serait mentir de dire que ça n'a pas changé.
Ça a Pas beaucoup. changé. Il y a toujours les problématiques sont toujours là. Voilà, je ne vais pas dire le contraire. J'ai encore eu le cas avec une amie hier qui s'était proposée d'organiser une conférence sur un sujet spécifique. Elle fait son doctorat dessus. Et il y a un des membres organisateurs avec elle qui a remis en question son savoir et qui a voulu réorienter son sujet de conférence. Alors qu'elle fait un doctorat sur le sujet, donc a priori. Sur cette thématique-là, très Elle sait de technique quoi elle et très parle. poussée. Et elle intervient dans des universités et elle donne cours. Ils ont le même âge que moi. Ce n'est même pas une question générationnelle. Ces personnes-là ont le même âge que moi. Donc, j'ai 36 ans. Et donc tu continues d'être active Le plus que combat jamais. continue, je pense. Le combat, c'est un combat pour toi? Oui, faire changer des mentalités, c'est un combat parce que ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça fait déjà plus de 10 ans que je suis là-dessus. Je continuerai encore à montrer l'exemple, à montrer le champ des possibles et à remettre à leur place ces personnes-là et à leur exprimer. Ce n'est pas la bonne réflexion que tu apportes. Ton regard est biaisé. Et s'il vous plaît, les hommes qui assistaient à ça ou qui voyaient ça et réagissaient également, il faut le dire. Les gens qui font ces réflexions ne se rendent pas compte et souvent il n'y a pas une mauvaise intention derrière. Mais il faut le dire, voilà, si on ne le dit pas, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Il y a un volet Women in Tech à Luxembourg aussi, tu collabores avec eux? Oui. Je pense qu'il y a un volet Women in Tech, Oui, je crois qu'il y a un volet Women in Tech. Oui, donc je crois que c'est chez revenir. Pricewaterhouse, j'avais une fois été invité pour parler à Women in Tech chez Price. Exactement, donc il y a des initiatives internes aussi dans les différentes sociétés, telles que chez PwC, il y a l'initiative Women in Tech qui a été remise en place interne et qui a commencé à faire quelques événements externes aussi. Girls in Tech est aussi revenu avec la filiale belgo-luxembourgeoise. Il y a Women in Tech qui continue d'évoluer. Et puis après, il y a aussi différentes initiatives qui sont mises en place. On a la chance d'avoir un gouvernement, en fait, avec un ministère de la digitalisation et de la communication très, très inclusif. Pour ça, on peut remercier notre ancien Premier ministre Xavier Bettel, qui a énormément travaillé sur cette inclusivité-là. La feuille de route aussi de la digitalisation du Luxembourg ouvre énormément des portes et donc permet cette inclusivité-là. Il y a encore du travail à faire, bien sûr, mais il y a énormément d'aides, d'associations, de support aussi en termes de formation, en termes de changement d'emploi. Donc, on a l'ADEME, qui est un peu votre pôle d'emploi. France Travail, France Travail maintenant. Qui travaille énormément sur cette inclusivité-là, qui a ses propres programmes. Donc voilà, il y a des choses un peu partout, en interne dans les entreprises, dans de l'associatif, dans les gouvernements, pour permettre cette inclusivité-là. Mais la mentalité en elle-même d'un individu, ça prend du temps à changer. Et comme tu le disais, c'est pas toujours volontaire de faire ça parce que la personne n'a pas conscience. Et même chez les femmes, on peut avoir ces réflexions-là. Oui, bien sûr. Et donc, c'est vraiment de la vulgarisation, de la conscientisation, de la discussion. Et si on ne relève pas le problème, la personne ne peut pas changer. C'est quoi la vie de famille quand on est une geekette dans l'âme, quand on est marié à un geek développeur back-end, mais qu'on n'est plus toute seule dans sa chambre d'étudiante à 20 ans, qu'on est maman aussi? C'est quoi le quotidien d'un foyer geek? Très sportif. Non, mais sur le plan geek. Il y a des gadgets partout. Ouais, j'avoue. On aimerait bien en mettre plus que ça. Mais j'avoue, par exemple, les volets sont automatisés avec le téléphone. Mon mari a pris le temps de mettre un petit bidule dedans pour automatiser ça. Là, on est en train de réfléchir pour automatiser une lumière. On n'est pas allé jusque-là parce qu'on a pensé que les enfants pourraient jouer avec la voix. Ah, les enfants adorent Alexa, dès 2-3 ans, dès qu'ils savent parler. Là, on ne l'a pas encore fait. On attend qu'elles soient un peu plus matures toutes les deux pour ne pas jouer avec. Je compte plus le nombre d'ordinateurs qu'on a à la maison. Ça, il y en a trop. Et c'est pas bien de garder tous les ordinateurs. Mais il y a l'ordinateur pour développement, pour l'époque, et puis il y a les ordinateurs pour le travail, puis il y a l'ordinateur pour jouer. Puis il y a le serveur de ceci, le serveur de cela, et puis il y a le musée avec les vieilles machines qui ne démarrent plus nécessairement, mais c'est historique, ou sentimental. Donc, oui, à la maison, beaucoup de discussions sont autour de la digitalisation, le réseau de la maison, les séparations des Wi-Fi. C'est impressionnant. On est même des exemples pour les voisins. Donc.
Qui manage le firewall à la maison? Non, je blague. Si on veut te contacter, nos éditeurs, auditrices qui sont à Luxembourg, ils peuvent te rejoindre où est-ce qu'on peut te voir et te parler, pas uniquement en numérique? Alors, je suis super disponible sur LinkedIn, donc pas hésiter à m'ajouter sur LinkedIn, m'envoyer des petits messages. Après, j'essaye de venir assez souvent dans les différents meet-up au Luxembourg, que ce soit le meet-up Flupa. Luxembourg, on a une antenne au Luxembourg. C'est Euh, quoi, Flupa? Flupa, donc en fait, c'est l'association francophone de tous les professionnels dans le domaine UX, UI, design. Mhm. L'antenne principale est d'ailleurs à Paris. Il y a d'ailleurs sous peu les Flupa UX Day qui vont arriver. Et donc, nous, on a une antenne au Luxembourg auquel il y a quelques événements. On a aussi l'association Friends of Figma, où j'interviens aussi. Je suis déjà intervenue et auquel j'essaye de passer de temps en temps. Figma, qui est l'outil de design que tous Exactement, les UX designers ou graphistes utilisent pour faire des maquettes d'écran. c'est ça. Et puis après, tout ce qui est IAJUC, Luxembourg, donc le Java Yajuk, User c'est le Group. Java User Group. Et tu es active Oui. aussi dans l'organisation des Vox Days, la Alors, pas conférence cette année, Luxembourg, pas cette ouais, année. pas ces D'accord. derniers temps, parce que la vie de famille fait que j'ai moins de temps. Mais effectivement, c'est là où on peut me croiser. Et d'ailleurs, il y a un Vox Day Luxembourg qui arrive le 22, le 20-21, le 20-21 juin. Voilà. Juste Il avant faut la fête le- nationale luxembourgeoise qui est le 23 juin. Et donc c'est dans une dizaine de jours, vous pouvez encore vous inscrire. Et évidemment, les liens et le lien vers le LinkedIn d'Annabelle sont dans les notes de ce podcast. Où que vous nous écoutiez, vous scrollez un peu vers le bas et vous trouverez tous les liens vers les associations et les conférences dont on a parlé pendant cet épisode. Merci Annabelle d'avoir partagé un moment de ta carrière et puis ta vision et tes actions pour plus d'équité, de diversité, d'inclusion dans le domaine de la tech, spécifiquement à Luxembourg, mais je crois que ce que tu dis s'applique partout ailleurs. Et ce sont malheureusement, j'ai envie de dire, les mêmes échos qu'on entend avec mes invités dans d'autres pays. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Women in Tech, le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode. Vendredi, nous parlerons, si tout va bien, je dis tout va bien parce que l'épisode n'est pas encore enregistré, donc je prends des risques en préannonçant, d'AWS Academy, ce programme qui permet d'apprendre les technologies cloud. Dans ce cas-ci, ça sera dans des filières BTS AWS Academy, ça sera le vendredi 20 juin. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.